Pour le troisième panel, nous accueillons deux gérants Absolute Return Credit. Henriette Lemintier, gérante pour la Banque Postale AM et la financière de l'Échiquier, et Fabien Labrousse d'Amiral Gestion. Donc, pour rappeler, vous proposez tous les deux un fonds crédit Total Return, dont l'objectif est Esther plus 200 ou 250. Donc, en ce moment, plus de 4%, avec une volatilité maîtrisée. Henriette, première question pour toi peut-être. Vois-tu un intérêt croissant de tes clients pour cette stratégie dans un marché de crédit avec des spreads très serrés? Oui, clairement, là, l'intérêt est très fort. On est, extrêmement, sollicités, tous les fonds d'Absolute Return, je pense, de la place en profitent en ce moment. Donc, après, bah, je rejoins tout ce qui a été dit au panel précédent, hein, avec les niveaux de valo, qu'on a, les performances depuis 3 ans, globalement, sur l'IG, c'est +16, sur le high yield, c'est +27. La une grande partie de la baisse des taux de ces derniers temps est quand même globalement pricée. Donc, mes clients, enfin les investisseurs obligataires ont quand même mangé une grande partie de leur pain blanc. Donc je comprends qu'après, le choc de 2022, je vais répéter, hein, mais, ils ont retenu 2 leçons. Un, il faut des fonds qui puissent, être mobiles et s'adapter à tout contexte, et 2, il faut des fonds qui gèrent les chocs de volatilité qui ont été très forts sur l'obligataire, qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Du coup, Fabien, pour gérer ces chocs et cette volatilité, peux-tu nous décrire concrètement le processus de gestion d'un fonds de performance absolue sur le crédit? Ben, Henriette a déjà pas mal d'infos, hein. Sur un fonds, absolute return, on essaye, tout d'abord, donc, une fois qu'on a défini les objectifs et les contraintes, on va définir un scénario macro. Ça, c'est l'essentiel, hein. Ça peut nous permettre de déterminer un budget de risque, et c'est à partir de ce budget de risque, qu'on va essayer de trouver des moteurs de performance à la hausse, mais surtout aussi à la baisse, pour nous protéger si ça se retourne. Et c'est là où c'est, la difficulté ou le talent, c'est de trouver ces bons moteurs de perf, et une fois qu'on les a, et c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de déterminer combien on peut gagner à la hausse, combien dans un scénario central on peut anticiper de gagner sur un horizon, déterminé, et surtout combien on risque de perdre. Et c'est cette partie-là qui est la plus importante, hein, dans un fonds, Absolute Return, c'est de se dire: on doit limiter la vol, on doit limiter, le risque de dette qu'on aura déterminé en fait dans notre première thématique, c'est-à-dire que notre scénario macro va nous dire: «On ne peut pas baisser plus que ça». On dit: «Aujourd'hui, on a une anticipation risk on, neutre ou risk off», et c'est là où ça va devoir se matérialiser, et puis on va donc avoir le risque de baisse maximum qu'on souhaite, qu'on accepte avoir dans le portefeuille, et le fonds de performance absolue, on va le manager avec ça, avec cette vision globale du risque embarqué qu'on va essayer de piloter en permanence avec, une bonne allocation, des différents moteurs. Merci Fabien. Henriette, quelle différence d'approche as-tu pour la gestion de ton fonds? C'est sûr que la gestion, des drawdowns et des risques, c'est vraiment là que les clients nous attendent, hein, sur l'absolute return. Il faut pas penser, à mon avis, que ça empêche d'avoir, des poches qui sont, directionnelles et qui sont marquées en long ou en short, hein. Mais, c'est des fonds qui peuvent prendre des paris quand même. En tout cas chez nous, heu, on peut décider d'être très bull sur le marché. Ces 3 dernières années, c'est ce qu'il fallait être, hein, malgré tout. Même pour un fonds d'absolute return, il fallait rester très long. Heu et donc il faut pouvoir le faire. Le jeu, c'est de pouvoir, s'adapter, en cas de problème. Donc effectivement, avoir des poches diversifiantes, c'est ça la clé, hein, d'avoir, on peut faire de la vol, action, de la vol taux, on peut faire, des bases qui sont, moins directionnelles et qui peuvent être, j'avais un commercial qui m'avait dit: «C'est un crash put». J'avais bien aimé, c'était très marketing, mais c'est un peu l'idée, c'est que quand vous êtes, long d'une obligue et long de la couverture quand elle est en dessous, quand le marché va décrocher, et ben, en fait, votre CDS, il va payer plus que le cash bond très probablement. Donc c'est ce genre de petites stratégies que vous pouvez embarquer sur le côté, que vous prenez pour des raisons de mispricing, mais qui, si en plus le marché se crash, peuvent, rapporter. Donc voilà, vous avez des petites stratégies un peu alternatives à mettre sur le côté, et par exemple, on peut faire comme, on fait comme des fonds crédit, c'est-à-dire qu'il y a du bond picking à faire dans ces fonds-là. Le bond picking, nous, on a remarqué depuis, longtemps qu'on fait ça.
a un bêta, en fait, beaucoup moins élevé que le reste de notre portefeuille. Ces noms-là, qui sont là parce que, ils ont du deleveraging, on espère du re-rating, et ben, en fait, leur bêta est beaucoup moins élevé et donc ça contribue à limiter la volatilité dans les portefeuilles. Merci pour cette transition parce qu'on va parler de valeurs relatives. Fabien, avec des spreads de crédit IG à yield extrêmement bas et donc une perception du risque très basse, comment implémente-t-on des positions de valeurs relatives dans un fonds et quelles sont les tactiques les plus efficaces? Là aussi, sur les spreads, très bas, je mettrais un bémol, hein, on en a parlé tout à l'heure, parce que oui, les spreads sont bas. Est-ce qu'ils sont trop bas? J'en sais rien. Ça, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a du rendement aujourd'hui. Ce que disait Olivier, c'est que faut quand même prendre des sacrées, hausses des spreads pour, complètement annihiler, le rendement qu'on a embarqué aujourd'hui. Donc déjà, ça cette stratégie pardon, cette stratégie voilà, donc je disais, il faut prendre une sacrée hausse des spreads, que disait Olivier tout à l'heure, pour qu'on annihile tout le rendement embarqué des portefeuilles. Donc déjà, les spreads sont chers, c'est vrai, ils sont trop chers, j'en sais rien, mais en tout cas, on a un beau taux de rendement et ça, faut pas l'oublier. Le deuxième point, en fait, donc si on est trop bas sur les spreads, on part de cette hypothèse, effectivement, il y a plein de trades, relatifs qu'on peut mettre en place dans les fonds de performance absolue. Typiquement, les trades de base, hein, on fait, du crossover contre du main. Ça, on a un ratio, quand on est plus haut, on en prend l'un plutôt que l'autre. Donc ça, c'est le premier. On fait trade de base, comme l'a dit Henriette. Puis il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus sioux, c'est-à-dire qu'on va enfin plus sioux, on va aller chercher, typiquement des valeurs qui vont être décorrélées du marché. Aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler, ça a bien fonctionné, c'était les legacy. Les legacy, en fait, ils s'en fichent un petit peu de ce qui se passe sur les spreads. Des choses qui vont disparaître. Donc du coup, on a une mid-cap, qui vient de se faire acheter par ABN. Bon, il y en a une qui est sortie, une nouvelle, legacy, donc celle-ci, elle valait 80, ou 90 aujourd'hui et elle va être appelée au pair. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, des papiers qui sont, eux, décorrélés, sans faire des stratégies, totalement, très, 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 très scientifique ou très technique, mais là-dessus, il faut aller chercher. Il y a c'est des rising stars, par exemple, là aussi, c'est important. Et puis, on a les trades qui sont beaucoup plus classiques et là où aussi on ne fait pas que acheter ou vendre, on se fait juste du relatif de pente. Il y a eu pas mal de pontification, on était en territoire négatif, inversion de courbe, on est à +50 sur le 10-10, hein, aujourd'hui, 55. Donc là, c'est des trades confortables, des spreads de compression, de spreads d'état entre, l'Italie et l'Allemagne, hein, par exemple, ou entre la France, ça on en reparlera tout à l'heure, je crois. Mais, effectivement, il y a tous ces trades-là qui sont à mettre à jour et en valeur lorsque les spreads sont trop bas. Merci Fabien. Henriette, en plus du trade de base qui était très intéressant, y a-t-il d'autres stratégies de diversification que toi tu utilises et que tu mets en place, comme par exemple de pontification ou d'aplatissement de la courbe, ou de vente d'options ou de levier sur iTraxx? Alors, je peux vous parler de ce qu'on a en ce moment en portefeuille, par exemple. On est, on est effectivement, plutôt, prudent sur les valos, mais le constat est que le portage est quand même là. Donc on n'est pas en dehors du marché, on est, plutôt confiant sur l'IG parce qu'il y a pas de raison, aujourd'hui, on n'a pas de trigger, qui nous dit que, les boîtes vont mal et qu'il faut sortir. Mais sur le high yield, on est un peu plus prudent sur les valos. Du coup, en ce moment, on a des CDS, sur crossover qui sont pas trop chers, donc on a une protection et avec la sélection, on essaye de générer un peu d'alpha. Heu, on a, heu, on a couvert une partie du portefeuille sur les swap spreads. On a parlé des courbes de swap spread, mais en ce moment, elles sont pas chères, hein, quand on regarde en historique long et on voit que les corrélations entre les swap spreads et les actifs risqués, elle est plutôt favorable pour nous, donc on se protège avec, des swap spreads. On a, effectivement, on en a parlé, des couvertures. On est très short sur les futurs OAT. C'est une manière pour nous de limiter la vol dans les fonds, puisque, effectivement, nos corpos, françaises, bougent, mais bougent moins, que l'OAT et c'est un bon moyen de diminuer la vol. On a ces positions depuis plus d'1 an maintenant. À côté de ça, on peut faire des bases, OAT Bund de manière, plus directionnelle, mais cette position, on la tient, pour l'instant et elle est efficace pour la vol des fonds. Et enfin, on monitore, la duration,
en fait, tout simple le Bund a une corrélation négative, avec les actifs, risqués et c'est pour nous un bon moniteur. Si on augmente le risque et ben, on va augmenter un peu nos positions en taux allemand et inversement pour essayer, d'équilibrer les risques. Donc il y a beaucoup de choses à faire effectivement, et là, c'est que sur la partie crédit. Sur la partie taux, il y a effectivement tous les spreads de base et toutes les pentes qu'on peut travailler. Merci pour cette description exhaustive et synthétique. Fabien, penses-tu qu'en 2026, les grandes manœuvres de la Fed vont avoir une influence sur le marché de crédit ou alors tout est déjà intégré dans les prix? Voilà, ça signifierait qu'on n'ait pas de surprise. Moi, je viens mettre un billet qu'on en avoir des surfaits. Donc, là, sur la Fed, ce qui est pricé dans les spreads de crédit, c'est qu'on est sur un cycle de baisse des taux, probablement, 3, voire un petit peu moins à la fin 2026. Et ensuite, ce qui nous semble quand même, plutôt enclin, c'est que les surprises vont arriver du fait de ce qui n'est pas pricé. Et là, aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses, hein, en termes d'inflation. Si on a plus d'inflation, forcément, ça va agir sur le spread de crédit. On voit que Powell, il est quand même, très challengé, en fait, par, son FOMC. Il a la pression de Trump. On parlait pas après, par une rupture de l'indépendance de la Fed, mais ça, je pense que ça, pour nous, c'est complètement exclu, hein. Parce qu'en fait, on n'a pas la même temporalité quand on est élu, membre du FOMC, hein, parce que c'est 14 ans et puis, quand on est président, c'est 5 ans. Donc du coup, on est, je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises cette année, pas mal de surprises d'inflation. On va retrouver des datas, donc ça va nous donner un petit peu une meilleure lisibilité, mais on a aussi, pour 2026, ben, une croissance qui est en berne et puis, il faut pas oublier qu'on a, les mid-term et ça, les mid-term, ça va être, on le voit bien, hein, on a eu la fin du shutdown aujourd'hui qui a été actée et en fait, cette fin du shutdown, c'est simplement parce qu'on est dans une, campagne électorale qui va se terminer en novembre 2026 et tout le monde veut la gagner. Tout le monde veut la gagner pour garder le pouvoir ensuite. Et c'est pour ça qu'on a mis fin au shutdown parce que sinon, ben, là, c'était les démocrates qui allaient être responsables, ou sinon les républicains. Mais là-dessus, c'est le danger, je pense, de ce climat électoral, c'est qu'on est prêt à danser sur le volcan et on est prêt à mettre encore plus, d'essence sur le volcan pour pouvoir, ben, obtenir les élections et après on verra ce qui se passe. Donc du coup, il va falloir être prudent et je pense que Powell et son remplaçant, en mai 2026, vont avoir fort à faire pour, pas remettre, ben, trop d'essence encore plus sur le volcan. Ok, merci beaucoup. Henriette, les banques centrales envoient régulièrement des signaux d'apaisement au marché, comme par exemple lors des paniques de Silicon Valley Bank ou de Crédit Suisse. Penses-tu que cela va encore être le cas en 2026? Et quel est ton scénario central sur les taux de défaut? Ah, ça fait 2 questions ça. Ça me- Hem, sur, la banque centrale, en fait, non plus sur sa gestion des politiques monétaires, mais en fait en qualité de prêteur de dernier ressort. Je trouve que les banques centrales sont plutôt crédibles ces derniers temps. Elles ont développé, enfin elles ont dû développer, des tonnes d'outils avec plein de trigrammes, compliqués, pour assurer la liquidité du marché et jusqu'à présent, elles ont fait preuve d'innovation. Elles ont su, guetter les signes, donc elles savent mieux qu'avant, je pense, monitorer, les crises, de liquidité, qui apparaissent sur le marché, du jour le jour et elles savent intervenir. Donc moi, j'ai un a priori plutôt confiant, sur cette capacité des banques centrales, à être présentes. On se souvient l'année dernière du TPI, rien que le fait de le dire a suffi, au marché. Donc elles sont crédibles, il me semble, dans cette gestion, des risques des trous de liquidité. Et un petit changement peut-être, c'est le fait que le Trésor devienne un très gros émetteur et vienne, aspirer de la liquidité sur le marché. Donc, à voir ce que ça pourrait donner. Sur la deuxième question, sur nos vues sur, les taux de défaut, les taux de défaut aujourd'hui sont, les chiffres de Moody's, c'est 4,4, heu et
Et en gros, nous, notre scénario, il est comme celui du marché, c'est-à-dire que les taux de défaut, ils sont en train de baisser, d'aller vers 3%. Mais c'est déjà dans le marché. Donc, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui va empêcher ces taux de défaut de se réaliser à 3%? Et donc, tout l'enjeu avec les analystes, avec tout ce qu'on peut trouver comme signaux micro, c'est de voir ce qui peut bloquer sur la réalisation de cette promesse qui est déjà un peu dans les prix. Euh, un facteur positif pour la bonne réalisation de ce taux de défaut, et ça a été abordé dans le panel précédent, c'est le refit de nos émetteurs et notamment sur le high yield. Le high yield doit émettre l'année prochaine. Il y a en gros 35 milliards de dettes à refit en 2026. Le marché a émis en 24 et 25 à peu près 100 milliards sur le high yield. Donc 35 milliards, c'est largement abordable. Quand on était en 2024, on attendait 75 milliards pour 2026. Donc une grande partie du boulot a été fait. Et le prochain, pas mûr, mais la prochaine étape, c'est 2028-2029 avec 75 milliards de dettes à remettre. Donc c'est toujours un bon signal que le refit soit ouvert et que le high yield puisse y avoir accès. Donc ça fait partie des petits éléments qui nous rendent confiants dans le fait que ces taux de défaut baissent et que la croissance, certes, est faible, mais elle est quand même là. Merci pour cette belle transition sur les facteurs de risque, du coup, positifs et négatifs. Fabien, à ton avis, quels sont les 3 facteurs que tu vas surveiller, en 2026 Les 3 facteurs de risque? sont, ouais, les 3 facteurs de risque. Alors, tout à l'heure, positif ou négatif, hein? C'est ça? C'est ton choix. Voilà, voilà. Donc, je pense que, le premier, ce sera l'inflation. C'est l'inflation, sticky, plus ou moins d'inflation. En Europe, on est un peu épargné quand même, hein, il faut savoir par rapport à ça. On est plutôt sur au niveau de la cible, voire en dessous, donc ça va plutôt être plutôt un moteur. En termes d'autres risques, alors, aux États-Unis, en revanche, là, on est plutôt au niveau de 3 et là, ça peut être un tout petit peu plus, challenging. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième, je pense que je dirais, c'est le plan de relance allemand. Parce que le plan de relance allemand, est-ce qu'il va vraiment être impactant? Il a pris un petit peu de retard. Est-ce qu'il va être, finalement, on met 1 point de déficit budgétaire en plus et puis on dit: «Ben, non, c'est pas beaucoup» ou si ça va être beaucoup? Donc, en tout cas, l'Allemagne va devoir se refinancer beaucoup plus et donc réémettre plus. Donc là-dessus, je dirais, plan budgétaire allemand, ça devrait relancer la croissance quand même parce qu'on met de l'argent sur la table et ça devrait aussi impacter les taux d'intérêt parce que, on va peut-être prêter un petit peu moins facilement à l'Allemagne, si je fais un résumé très rapide. Et le troisième, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est les mid-term. Les mid-term, je pense que jusqu'au mois de novembre aussi, sans faire de politique, mais Trump, il a pas du tout envie que ça baisse, hein. Donc, il fera ce qu'il faut, à mon avis, jusqu'au mid-term, heu, pour, heu, pour que ça continue à bien fonctionner aux États-Unis. Alors, sauf si la bulle, il éclate ou, ça c'est sûr, c'est un autre sujet, mais en tout cas, lui, il fera ce qu'il faut. Là, il veut faire de la relance monétaire tout seul, en mettant 2 000 € par ménage, hein. Alors, c'est sûr que, en face, Powell, lui, il est, plutôt sur la défensive. Il fait le travail à ma place, je vais y aller mollo. Mais là-dessus, c'est que ces 3 facteurs, je pense qu'ils seront très importants, positifs, négatifs, il faudra être extrêmement réactif, c'est ce que disait Henriette au départ, sur nos fonds, nos types de fonds. L'avantage, c'est qu'on peut être très actif, on n'est pas, campé sur une position. On va avoir ces facteurs qui vont arriver et donc il faudra mettre, une sensibilité négative peut-être à un moment sur les taux, revenir en sensibilité positive, sortir complètement le risque crédit si ça pète et puis y revenir et c'est ça l'avantage d'avoir un fonds de performance absolue et c'était l'introduction et l'intérêt de ces fonds-là. OK, merci beaucoup. Henriette, même question. Quels sont les 3 facteurs de risque que tu vas surveiller en 2026? Il y a je te rejoins complètement sur le risque de l'inflation US qui peut retirer le Fed put qui est un peu dans la tête des acteurs de marché, donc qui pourrait fragiliser. Hem, ce sont les mêmes points. Après, on pourrait rajouter en positif sur la version IA, à quel point est-ce que ça pourrait, enfin, au final, hein, tous ces plans d'investissement, est-ce que la productivité pourrait être impactée positivement? Est-ce que concrètement, ça va se transformer en quelque chose? Et peut-être un dernier point pour faire la transition avec Arada après, les actifs privés. On a vu que ça a fait quelques secousses. C'est un marché qui s'est extrêmement développé,
Donc, il y a beaucoup plus de monde qui est impacté. Puis c'est un monde sur lequel la Fed, enfin les banques centrales ont moins la main. Les actifs, on ne sait pas trop, enfin qui les a et ils sont pas des acteurs de marché sur lesquels la Fed peut intervenir justement dans ces trous de liquidité et donc voilà, si le cycle ralentit, ces actifs-là en général, sont un peu plus fragiles et pourraient, venir, enfin être négatifs pour l'ensemble, de la sphère, crédit en général. Voilà. Merci à tous les deux.